Là pour faire la circulation toute l'année à peu près normalement, mais enfin filtrer quand même, plus calmement les autres fois. Malgré tout ça, le séminaire s'est porté vraiment très très bien. C'est l'époque de la com et de l'autosatisfaction, donc on a eu quand même 80 personnes, même les pires jours. Même pendant tous ces jours, au cours desquels beaucoup de collègues se sont un peu complus à dire qu'on aurait pu être plus nombreux, puis que dans certains jeudis on n'était que 3 millions, on aurait pu être 3,5, etc. Mais enfin, le séminaire est un des beaux démentis à tout ce qui a pu se dire. Ce conflit est exténuant pour tout le monde, il fatigue tout le monde, il est encore heureux que des milliers de gens se disent qu'il est peut-être plus rentable de lire un peu chez soi un jour sur deux que de venir devant une Sorbonne ouverte ou fermée, qui marche comme un clignotant. Bref, moi je reste optimiste. Et alors, pour ce qui est de ce qui vous amène aujourd'hui, ce qui m'amène en retard, autant vous dire la vérité, ce qui est aussi peut-être un signe de temps nouveau, et vous faire passer dans les coulisses. Nicolas Tertullian a été malade le 5 décembre et le 6, j'ai remplacé. J'ai fait ce que j'ai pu. Aujourd'hui, nous avons une petite, je dis bien petite inquiétude. Bon, là, c'est vraiment de l'imprévu, plus que le 6 décembre encore. Je pense qu'on va punir l'un d'entre nous qui a des choses intelligentes à dire, au pire. Enfin, avec vous, j'attends éventuellement Isabelle Garot et Nicolas Tertullian. Elle est devant l'entrée. Elle a repassé dans les sens inverses les 3 barrages qui permettent d'accéder à la sortie ou à l'entrée, mais surtout qui permettent d'accéder à l'entrée, et elle attend encore notre invité. Les étudiants, par rotation, des amis ou des présents, veulent bien nous aider à apporter ces bouquins. On a beau être 7 ou 8 à s'occuper du séminaire, depuis un bureau qui est à l'autre bout de la Sorbonne jusqu'ici, c'est un peu encombrant. S'il y a 2h moins 10, on avait de l'aide. Moi qui n'aime pas et qui oublie toujours de déléguer, ça serait pratique. Surtout un jour de panique comme aujourd'hui. Donc là, je mettais vraiment encore 5 minutes de patience. Si ce n'est pas celui qu'on attend, ce sera quelqu'un d'autre. Et vous aurez nos excuses. Très tardif. Une fois, pour la patience que vous avez manifestée, pour votre présence nombreuse surtout. Je déclare ouverte cette séance du séminaire. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir Nicolas Tertullian, qui le 6 décembre avait été empêché par une mauvaise grippe. Il est directeur d'études honoraires à l'EHESS, l'école des études en sciences sociales, qui, comme nos départements, a quelques soucis en ce moment, en particulier des délocalisations qui font fureur et qui font que les centres d'enseignement sont un petit peu expulsés des centres historiques dans beaucoup de villes européennes. Il est membre du comité de rédaction de la revue d'esthétique, notre invité de la revue Actuelle Marx, auteur de nombreux travaux, notamment sur l'œuvre de Georg Lukács, mais aussi, comme vous le savez, sur Heidegger, Benedetto Croce, Marcuse, Carl Schmitt, Sartre, etc. Comme on dit traditionnellement, on ne présente pas Nicolas Tertullian, mais c'est fait quand même pour quelques jeunes étudiants qui n'auraient pas lu et lu vos ouvrages. Merci encore, cher maître et ami, je vous passe la parole et le micro, hélas, car un support de micro serait un luxe qu'apparemment on ne peut pas fournir ici. Il faut parler de ça conflit. J'aurais aimé vous le poser. Merci beaucoup, monsieur le professeur Jean Salem, Isabelle Garot, pour cette invitation qui me fait honneur de parler dans votre séminaire. On a choisi comme sujet une confrontation entre Heidegger et Lukács.
ne dérange plus l'orateur, je lui propose de poser ce micro, très important. Merci. Donc je commence par dire que la vaste littérature critique sur Heidegger et sur la place de choix que son ontologie fondamentale et sa pensée de l'être occupent dans la philosophie du siècle n'enregistre jusqu'à présent aucune confrontation avec l'entreprise symétrique de Georg Lukács de situer l'ontologie au centre de la problématique philosophique. Lukács qui, à la fin de sa vie, a édifié une ontologie de l'être social à partir de Marx, donc une théorie de l'être social qui est ancrée dans une pensée de l'être, dans une ontologie fondamentale, qui, comme je vais essayer de le montrer, se situe exactement à l'antipode de celle de Heidegger. Bien sûr, les gens de génération plus âgée se rappellent que la confrontation Lukács-Heidegger a été déjà effectuée par Lucien Goldman dans son dernier cours à l'École des hautes études en sciences sociales. Mais je ne vais pas m'arrêter sur les thèses de Goldman exposées dans ce cours, qui d'ailleurs a été réédité dans un petit livre avec une introduction de Youssef chaque tour. Je ne vais pas m'arrêter parce que les thèses de Goldman me semblent aujourd'hui dépassées, parce que son idée centrale, celle que Heidegger se serait inspiré du livre de Lukács, Histoire et conscience de classe, pour écrire son grand livre Être et temps, ne résiste pas à un examen philologique et philosophique. Si on prend en compte tous les cours de Heidegger qu'on vient de publier, qui précèdent Être et temps, et on voit bien la genèse de cette œuvre, et il n'y a pas de trace d'influence de Lukács dans cet ouvrage majeur de Heidegger. Mon problème est ailleurs, mon problème concerne les problèmes d'ontologie. À l'époque, Goldman ne pouvait pas connaître cet ouvrage de Lukács, qui est d'ailleurs un ouvrage posthume, que Lukács a élaboré pendant les 8-10 dernières années de sa vie, et qui est paru seulement après sa mort. Donc, on déplore toujours qu'il n'y a pas en France une traduction. On a bon espoir que cette traduction, qui est en cours, grâce à l'effort de M. Jean-Pierre Morbois, ici présent, qui a entamé cette opération gigantesque de traduire 1500 pages de son propre gré, que cette entreprise va aboutir et qu'un éditeur va publier cette ontologie. Pour le moment, je signale quand même l'apparition aux éditions Delga des prolégomènes à l'ontologie, de l'introduction à cette ontologie de l'être social qui vient de sortir et qui permet maintenant un accès au moins à quelques idées directrices de cet ouvrage posthume de Lukács. Les prolégomènes se trouvent dans les librairies, donc ceux qui sont intéressés peuvent avoir accès à l'ouvrage majeur, je répète, de Lukács. Revenant au problème Heidegger-Lukács, je constate que non seulement les Heideggeriens ont ignoré les derniers grands ouvrages de Lukács, l'esthétique et l'ontologie de l'être social, mais les nombreux interprètes, parfois très critiques de l'œuvre heideggerienne, ont préféré garder le silence sur les œuvres du dernier Lukács,
en se privant ainsi de la possibilité de découvrir ce qu'il faut bel et bien appeler, désigner comme l'antipode de l'ontologie phénoménologique et de la Seinsphilosophie, de la philosophie de l'être de Heidegger. Une telle confrontation me semble pourtant féconde. Confronter par exemple l'être dans le monde heideggerien, le fameux concept de Heidegger, in der Weltsein, avec ce que j'appellerais le réalisme ontologique de Lukács, donc confronter la conception éminemment dialectique de la relation sujet-objet qui est développée par Lukács, avec, j'emploie ce mot un peu péjoratif, la présomption de Heidegger d'avoir bouleversé la dualité sujet-objet et d'avoir institué une pensée radicalement nouvelle de la subjectivité du sujet, eh bien, confronter les deux, le réalisme ontologique et l'être dans le monde heideggerien, permet de mesurer la portée des analyses ontologiques de Lukács ainsi que leur efficacité dans la déconstruction de la pensée de Heidegger. Bien sûr, on peut faire une lecture croisée non seulement de Lukács et de Heidegger, mais aussi introduire la pensée d'Ernst Bloch, qui a fini son trajet philosophique aussi avec un livre d'ontologie, Experimento Mundi, qui se trouve en traduction française aux éditions Payot, ou avec Nicolai Hartmann, penseur moins connu, hélas, en France, mais qui est un vrai fondateur dans la philosophie allemande de la pensée ontologique. En général, quand on parle d'ontologie, de pensée de l'être, on pense à Être et temps de Heidegger et à son ambition de proposer une ontologie fondamentale. Mais la vérité, c'est que les travaux ontologiques de Hartmann précèdent l'apparition d'Être et temps. Et encore en 1923, Hartmann avait publié une étude Wie ist kritische Ontologie überhaupt möglich? Comment est possible une ontologie critique, qui peut être considérée la première esquisse de sa pensée ontologique, qui est celle d'un réalisme ontologique. Donc quand j'ai employé à propos de Lukács le concept de réalisme ontologique, j'ai pensé aussi à la profonde influence qu'a pu exercer Nicolai Hartmann sur le dernier Lukács. Qu'est-ce que j'entends par réalisme ontologique? C'est la pensée qui, loin de faire de la conscience un absolu, comme c'est le cas dans la phénoménologie de Husserl, et mutatis mutandis aussi chez Heidegger, choisit comme fondement de la réflexion philosophique l'existence d'un monde en soi, d'une réalité qui transcende la subjectivité du sujet, réalité en soi et pour soi, qui n'est pas une masse amorphe, mais c'est une réalité structurée, articulée par des déterminations, par la causalité, par exemple. Donc, réalisme ontologique signifie la transcendance de l'être, de la réalité par rapport à la conscience, à la subjectivité du sujet, et deuxièmement, l'idée que cette réalité est une réalité structurée par
des déterminations que les philosophes appellent les catégories. C'est inconcevable d'évacuer la causalité de la chose en soi, de la réalité en soi. Tous les progrès que la physique aurait pu faire en remplaçant la causalité de type laplacien par une causalité statistique ne changent pas la donnée fondamentale de l'existence d'une causalité dans l'immanence de l'être en soi. Alors on peut appeler cette conviction réalisme ontologique, on peut l'appeler matérialisme ontologique. Et Marx était essentiellement un matérialiste ontologique. Parce que dans ses manuscrits économico-philosophiques, quand il dit « un être non objectif est un non-être », c'est qu'il ne conçoit pas qu'on puisse prendre en compte le réel en dehors de son objectivité. Ou, si vous voulez, de sa transsubjectivité. Donc, en général, j'ai rencontré des gens qui s'intéressent à Marx et au marxisme qui étaient très sceptiques à l'égard de cette idée d'un matérialisme ontologique dans la pensée de Marx, en disant que le fondement de la pensée de Marx, c'est le concept de praxis. Ma question, c'est est-ce qu'il est possible de prendre en compte la praxis, donc le travail de modeler le réel, en dehors d'accepter qu'elle s'exerce sur une réalité qui transcende le sujet, qu'elle modèle une réalité qui a son existence en soi. Si on renonce à l'idée que Marx est un matérialiste ontologique, on se demande pourquoi il s'est opposé à Hegel, pourquoi il a tenu à marquer qu'il se situe à l'antipode de l'idéalisme hegelien, et en quel sens faut-il comprendre le concept de matérialisme ontologique en dehors de cette double détermination dont j'ai parlé, autonomie ontologique du réel par rapport au travail de la conscience, le caractère structuré par des catégories de ce réel. Si vous évacuez cette idée, quelle garantie on peut offrir que le travail est un travail efficace, qui est un travail accompli? Si le travail ne s'appuie pas sur des déterminations objectives, qu'il utilise, qu'il met en jeu les unes contre les autres, les chaînes causales les unes contre les autres, pour fabriquer un objet adapté aux exigences du sujet, si vous évacuez cette dimension d'objectivité du réel, le travail devient, à mon sens, incompréhensible. Il n'y a plus de différence entre un fantasme et un travail efficace. Eh bien, il faut dire que sur ce problème capital de la philosophie, la position de Heidegger était celle de refuser la légitimité du problème de l'autonomie ontologique du monde extérieur. Bien sûr, Heidegger nous parle d'être dans le monde. Son syntaxe est die Welt weltet. Le monde se mondanise, ou es weltet. Il y a de la mondéisation. Mais pour lui, le monde, c'est une détermination de l'être là, de la subjectivité de l'homme, ou comme il dit dans sa terminologie, die Welt ist etwas daseinsmäßig, qui est lié toujours à l'émergence d'un sujet. Il n'y a pas de monde pour Heidegger qu'à travers l'émergence d'un sujet qui articule dans le réel ce monde. Alors la question légitime qu'on doit soulever devant cette affirmation de principe, c'est est-ce qu'à partir d'une telle prémisse, on peut
prendre en compte la cosmologie, parce que le cosmos, me semble, c'est l'évidence même appartient à la transsubjectivité, à l'être en soi. Si die Welt ist etwas daseinsmäßig, si toujours le monde est conditionné par l'émergence du sujet, si on enlève au monde son autonomie ontologique, je dirais même plus son autarcie, parce que pour un Nicolas Hartmann, le monde, non seulement il est autonome par rapport au travail de la subjectivité, il est soumis bien sûr au travail de la subjectivité, mais en soi et pour soi, il existe, dit Hartmann, dans une souveraine indifférence par rapport à ce que nous, les différents sujets, entreprenons à son sujet. Donc, le problème de l'autonomie ontologique du monde extérieur, c'est un problème philosophique capital. Et Heidegger, quand il se prononce sur ce problème, le fait pour réfuter l'idée. Je parlerai des anathèmes que Heidegger lance contre le réalisme ontologique, dénoncé pour avoir mis au centre de la philosophie la question, je cite cette fois Heidegger lui-même, la question de l'indépendance de l'être en soi, des An-sich-Seiendes, par rapport au sujet cognitif. C'est la formule de Heidegger. Donc il définit exactement ce que c'est le réalisme ontologique, l'indépendance de l'être en soi par rapport au sujet cognitif. Et ainsi, selon lui, de rester prisonnier de ce qu'il appelle, je le cite toujours, le pseudo-problème discrédité de la réalité du monde extérieur. Pour lui, ce problème appartient à une époque révolue de la philosophie. Il est piquant d'entendre le futur critique des travestissements subjectivistes de la pensée de l'être. Je pense à son attitude à l'égard de son plus illustre continuateur et disciple en France, de Sartre, auquel Heidegger va reprocher dans sa lettre sur l'humanisme d'avoir mis au centre de la réflexion philosophique le sujet, l'homme, tandis que lui, Heidegger, met au centre de la réflexion philosophique l'être, das Sein. Mais attention, ce Sein heideggerien n'est pas du tout cet être du réalisme ontologique. Il est toujours en fonction de l'émergence du sujet. Il est toujours conditionné par l'existence du sujet. Il n'y a pas d'être sans Dasein, sans être là. Donc à ce moment-là, on comprend bien que Heidegger, tout en reprochant à Sartre plus tard d'avoir mis au centre de la réflexion philosophique l'homme, sa liberté, considère qu'il doit défendre, lui, les prérogatives de la subjectivité dans la réflexion ontologique. Et au fond, si vous lisez les cours de Heidegger de cette époque qui précède, qui sont contemporains de Être et Temps, par exemple le cours « Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie », qui est traduit en français chez Gallimard, le cours de 1927, vous voyez que Heidegger affiche sa sympathie pour l'idéalisme dans le fameux débat idéalisme-réalisme. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, pour lui, l'être n'émerge qu'à travers la réalité humaine. Donc, l'idéalité du sujet est toujours la condition pour l'émergence de l'être. Tandis que les réalistes affirment cette souveraine indépendance du réel par rapport à l'émergence du sujet. Je remarque que Heidegger pointait même derrière l'antagonisme réalisme-idéalisme un substrat politique, parce qu'il nous dit il y a quelque chose, Partei politisch, prendre
fait et cause pour l'idéalisme contre le réalisme. On peut interpréter à qui pensait-il que sa prise de position pour l'idéalisme pourrait avoir une signification politique. Mais c'est le marxisme de l'époque qui, en défendant l'idée d'un matérialisme ontologique, se situait exactement à l'antipode de l'idéalisme pour lequel Heidegger prenait fait et cause. Et il faut faire attention, parce qu'une fois que lui-même divulgue que ces options philosophiques ont ou peuvent avoir des implications politiques, plus tard, quand on va discuter les implications politiques de la pensée de Heidegger, il faut tenir compte que l'auteur lui-même suggérait que ces théorèmes philosophiques ont des implications politiques. En m'arrêtant un instant sur la catégorie de causalité, je constate qu'elle ne bénéficie pas d'un traitement favorable dans la pensée heideggerienne, tandis qu'elle occupe une place de choix dans les réflexions de Lukács ou de Nikolai Hartmann. L'hégémonie du principe de causalité est pour Heidegger synonyme du triomphe à l'époque moderne de la pensée calculatrice, ce qu'il appelle das rechnende Denken, celle qui assujettit le réel aux impératifs de la manipulation et de l'opérationnalisme. La chasse aux effets est dénoncée comme le symptôme le plus voyant de cette vague d'utilitarisme. Le culte de l'information, expression de la réduction du langage en simple instrument de communication, devient aussi, sous la plume de Heidegger, l'objet des plus vives critiques. Il trouve qu'on parle trop d'informations, qu'on est à l'ère de l'informatique, que toute la communication se réduit à un échange d'informations, de données. Et en exploitant une situation réelle, parce que les choses effectivement se passent ainsi, cette réduction du langage à l'information, en dénonçant ça comme un symptôme de déchéance des temps modernes, Heidegger s'oppose plus globalement à ce type de pensée calculatrice, opérationnelle, utilitaire, dont le fondement est, selon lui, l'hégémonie du principe de causalité, der Satz vom Grund, le principe de raison suffisante. Il a fait un cours en 1957 sur ce sujet, et il y a un livre suite à ce cours, le principe de raison, der Satz vom Grund. Et pour lui, le fondement de toute cette vague d'utilitarisme, d'opérationnalisme, qui nous inonde. Alors, comment il argumente? Son argument, c'est que ce principe de raison aurait provoqué une gigantesque attaque, je dis bien une attaque contre la nature, dont la découverte de l'énergie atomique et sa conséquence technique, la bombe atomique, représenterait l'aboutissement nécessaire. Heidegger regarde l'hégémonie du principe de causalité surtout par le prisme de sa puissante mise en cause du règne de la technique. Donc à travers, je dirais, ces incoercibles nostalgies romantiques d'un âge de l'humanité non corrompu par les mécanismes, par les appareils techniques. Donc, je trouve qu'il y a une certaine habileté avec laquelle il associe son questionnement critique de la définition de l'homme comme animal rationnel au sombre tableau de l'ère atomique.
Pourtant, ces déductions me semblent d'une faiblesse insigne. Imputer les dangers de l'âge atomique à l'expansion victorieuse du principe de raison suffisante est une assertion plus que discutable. La validité ontologique du principe de causalité n'est aucunement mise en cause par l'hypertrophie de la manipulation du réel qui caractérise les excès de la technique. Je veux bien qu'on dénonce les excès de la technique. Je veux bien qu'on montre les effets funestes que peut avoir cet excès de la technique, voire la bombe atomique. Mais faire remonter les origines de cette expansion de l'hégémonie des appareils techniques à la domination du principe de causalité ne me semble pas du tout une évidence. Tandis que Heidegger construit sa critique du principe de raison suffisante, l'hégémonie du principe de causalité, sur les effets négatifs de la technique dans le monde moderne. Et puis, est-ce que cette hégémonie de la rationalité technicienne justifie la mise en cause de la conception de l'homme comme animal rationnel et comme être de raison? Est-ce qu'il faut rejeter la raison comme agent central de l'activité de l'homme parce qu'il y a ces conséquences négatives de l'ère de la technique? Moi, je crois qu'il s'agit bel et bien d'une échappée, je pèse bien mes mots, dans l'irrationalisme, même si Heidegger récuse vivement un tel qualificatif. Mais comment l'éviter lorsqu'on voit Heidegger, protagoniste des séminaires de Zollikon? Je me rapporte un livre qui n'est pas traduit en français, les séminaires de Zollikon en Suisse, que Heidegger a mené au début des années 60, invité par un de ses amis, un psychanalyste, Medard Boss, et qui ont donné lieu à un livre important, Zollikon al Seminare, les protocoles des séminaires de Zollikon, où Heidegger fait un procès à la science pour les effets négatifs qu'elle a pu provoquer à travers ses applications techniques. Donc, je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège d'un court-circuit en remontant au cogito cartésien, en faisant le procès du cartésianisme et du rationalisme moderne pour le tenir responsable des effets négatifs de la technique dans le monde moderne. Il me semble en revanche que le concept de monde a chez Lukács une densité incomparablement plus grande que chez Heidegger. Parce que son monde, celui de Lukács, apparaît structuré par un réseau infini de chaînes causales, dont les multiples interactions confèrent au concept d'objectivité un contenu complexe. Même si on s'accorde avec les commentateurs qui montrent que Heidegger a puisé dans le concept aristotélicien de la praxis une inspiration pour sa métaphysique du Dasein, il faut admettre que Lukács est beaucoup plus proche du véritable esprit aristotélicien, car il fonde sa théorie de l'action sur la dialectique entre téléologie et causalité, concept absent en tant que tel dans les analyses de Heidegger. Toute la pensée du dernier Lukács tourne sur le plan spéculatif autour de cette tension dialectique entre téléologie, par laquelle il entend le finalisme de la conscience, le fait que l'homme
se propose toujours des buts qu'il s'efforce d'inscrire dans le réel. Cette émergence des buts, de ce que Lukács appelle les positions téléologiques ou l'instauration téléologique, cette émergence des finalités de la conscience qui essaie de s'inscrire dans le tissu du réel en utilisant les déterminations du réel, en faisant jouer les chaînes causales les unes contre les autres pour les faire fonctionner de telle manière qu'elles arrivent à répondre aux besoins de l'homme. Cette tension dialectique entre téléologie et causalité est la clé de voûte de sa pensée dialectique. Je dirais, c'est la clé de voûte de la dialectique en tant que telle. Si Heidegger évacue la causalité, la téléologie, il évacue au fond la dialectique, qui est, il faut le dire, sa bête noire. On trouve chez Heidegger beaucoup de passages où il considère que l'émergence de la dialectique est un désastre. Lisez dans le numéro des Cahiers de l'Herbe sur Heidegger les lettres qu'il envoie à Roger Munier, et dans une de ces lettres, parmi les grands malheurs philosophiques du monde moderne, c'est l'expansion de la dialectique. Or, Lukács fait de cette tension sujet-objet, de ce couple téléologie-causalité, de la façon dont la téléologie utilise la causalité pour arriver à s'inscrire dans le tissu du réel, la base de la spécificité de l'activité humaine, donc de l'ontologie de la vie sociale. Parce que la clé de bout de la vie sociale, c'est le travail, c'est le phénomène originaire de la vie sociale. Tout ce qui distingue, selon Lukács, et il suit ici Hegel et Marx, Hegel de la phénoménologie de l'esprit, qui a formulé le concept de travail d'Astun dans sa phénoménologie, et Marx qui nous dit que le travail est ce qui distingue l'homme de l'animal et qui est la clé de voûte pour la compréhension de la vie sociale. Eh bien, justement, ce poids décisif que Lukács accorde au travail comme phénomène originaire de la vie sociale, comme noyau arborescent de cette vie, comme celui qui arrive à structurer toutes les activités humaines. Donc le travail comme fondement d'une ontologie de l'être social, c'est, il me semble, le grand point de clivage entre Lukács et Heidegger. Parce que dans Être et temps de Heidegger, il n'est jamais question du travail comme fondement existentiel du Dasein, de l'être là, du sujet, de l'homme. Qu'est-ce qui est pour Heidegger l'existentiel central, celui qui est, selon lui, définitoire pour la subjectivité du sujet, pour le Dasein humain? C'est le souci des orgues, la préoccupation soucieuse du monde. Donc c'est une détermination affective. L'homme, c'est l'être caractérisé par cette préoccupation soucieuse. Mais une détermination affective qui s'enracine en quoi? Si on évacue le fait que ce qui fait émerger l'homme par rapport à l'animal, c'est justement ce métabolisme entre la conscience et le réel qui est l'acte du travail. Si vous évacuez cette détermination, le concept de préoccupation soucieuse du monde, qui est un dérivé de cet acte fondamental, devient incompréhensible. Justement parce que l'homme n'existe qu'en travaillant, qu'en modelant la nature, qu'en réagissant à ses interpellations, qu'en répondant aux interpellations de la nature. Et il faut rappeler ici la définition lukácienne de l'être humain. L'homme est l'être qui répond à un antwortendes Wesen. Il répond aux interpellations du réel. Le réel ne cesse pas de nous interpeller.
ne cesse pas de nous poser des problèmes. Par l'action de ces chaînes causales, comme une maladie qui nous frappe, sans parler d'un tremblement de terre, des phénomènes qui sont tout à fait indépendants de la volonté de l'action humaine. Eh bien, tous ces phénomènes où l'homme est interpellé par le réel, où il est censé répondre, créent une dialectique. On peut distinguer, si vous voulez, trois moments. L'interpellation qui provoque une interrogation, l'homme se demande comment il faut réagir devant la difficulté à laquelle il est confronté, interrogation et réponse qui est celle de réorganiser, de réaménager le réel afin de le faire fonctionner pour ses buts. Eh bien, ces trois moments, interpellation, interrogation, réponse, c'est la dialectique sujet-objet que propose Lukács. Ne vous semble pas que c'est un tableau beaucoup plus vivant, plus concret que la zorgue et le souci heideggerien? Bon, on peut me répondre, mais Heidegger quand même a parlé du travail. Mais quand il a parlé du travail? Il a parlé du travail en 1933, quand il exalte dans son fameux discours du rectorat le service du travail, Arbeitsdienst, à côté du service militaire et du service du savoir. Les trois services qu'il demande à la jeunesse allemande de remplir pour faire face aux exigences du nouvel État, l'État national-socialiste. Arbeitsdienst. Mais est-ce que c'est à prendre au sérieux comme concept philosophique ce service du travail que la jeunesse allemande était appelée à accomplir? Un an après, il fait un cours où il développe l'idée, effectivement, du travail au service du nouvel État. Il parle, dans sa terminologie propre, de l'inconditionnalité du service, Unbedingtheit des Dienstes. Il parle du caractère incontournable du réel. Mais pour arriver à l'idée que toutes ces exigences du travail vont faire exploser la subjectivité qui va se dévouer à ces services, il parle du Sprengung der Subjektivität. La subjectivité explose parce qu'elle se dévoue à la cause qu'elle est appelée à remplir. Mais moi, je considère que cette façon d'envisager le travail n'est pas se situer sur le plan philosophique. Ce sont des déclarations dictées par l'opportunité politique du moment, par le fait que l'État national-socialiste exigeait le service du travail, parce que le travail était effectivement un impératif, mais tout ça n'a rien à voir avec le concept philosophique du travail comme clé de voûte de la vie sociale. Et puis, Heidegger parle de la transcendance du Dasein, de l'être là, synonyme de l'ouverture à l'être, de la capacité de la réalité humaine à s'émanciper de la tutelle de l'État et à s'ouvrir à ce qu'il appelle la surpuissance d'une lumière transcendante, Übermacht, surpuissance. Bon, on peut bien sûr trouver chez Lukács, je dirais, un équivalent profane de la transcendance du Dasein. On peut en effet considérer que la distanciation par rapport à l'immédiat que Lukács désigne comme un acquis de l'art du travail, la capacité de survol de la situation donnée, sont les synonymes des processus visés par Heidegger sous l'appellation de transcendance. On peut certes effectuer des rapprochements entre la définition heideggerienne du Dasein, de l'homme, de l'être là. Je cite Heidegger comme un être extatique ou excentrique qui transcende le donné
en se projetant vers le futur, et le fort accent mis par Lukács sur la distanciation et surtout sur l'émergence du devoir-être, du Sollen, comme attribut consubstantiel à la réalité humaine. C'est effectivement l'homme est caractérisé par l'émergence du devoir-être, qui agit en vertu d'un devoir-être. Mais quand il s'agit de définir l'émergence de cette transcendance de l'homme par rapport à son milieu, Heidegger parle de la liberté, donc de cette capacité à transcender le donné immédiat, comme d'un mystère ontologique, en évacuant toute explication causale de la genèse de la liberté. La liberté, fondement de cette transcendance de l'homme, de l'être-là, apparaît soustraite à toute tentative d'approche scientifique. Donc il s'agit bel et bien d'un mystère ontologique. Parce que la force avec laquelle Heidegger souligne que la liberté est inaccessible au règne de la causalité, fait valoir une méfiance foncière qu'il avait à l'égard de la science et des explications génétiques causales des réalités humaines. Et premièrement, de la réalité fondamentale qui est celle de l'acte libre. J'ai essayé de montrer que la tension dialectique sujet-objet chez Lukács, avec ces trois moments que j'ai esquissés, c'est exactement l'explication de la genèse de l'acte libre. L'homme est libre parce qu'il a acquis la capacité de répondre aux interrogations suscitées par les interpellations du rêve. Or, Heidegger nous dit que la transcendance vient de la surpuissance de l'être, de la clairière de l'être, que l'être humain s'ouvre à cette lumière qui lui permet d'agir dans le monde, en excluant toute explication, je répète, de la genèse de cette illumination de la conscience qui est l'acte libre. Il me semble qu'ici, il y a une ligne de clivage très nette entre les deux positions. Il se complaît, Heidegger, à nous assurer que la clairière de l'être, die Lichtung, est inaccessible à toute approche scientifique, à toute wissenschaftliche Erörterung, en avançant comme argument l'impuissant à approcher une œuvre comme la montagne Sainte-Victoire peinte par Cézanne avec la méthode des équations différentielles. On se demande en passant quel scientiste primaire a jamais eu l'ambition d'expliquer Cézanne par un calcul opérationnel. Heidegger, en tout cas, tient à prendre fermement ses distances à l'égard d'une approche rigoureusement anthropologique, donc purement scientifique de la genèse de l'humanité, de l'homo humanus. C'est pourquoi, depuis le début, il dit que sa spéculation sur la réalité humaine n'a rien à voir avec l'anthropologie, donc avec la science de l'homme.
Il suffit de voir ce qu'il dit de l'anthropologie de son contemporain Arnold Gehlen, qui a publié en 1940 un livre fameux à l'époque, Der Mensch, l'homme. Et Gehlen essayait d'expliquer à travers une comparaison entre l'être humain et l'être animal la genèse de l'humanité de l'homme par rapport, par exemple, aux réactions des singes. Donc de définir le seuil entre l'animalité et l'humanité sur une base rigoureusement anthropologique et biologique, en montrant comment arrive à naître l'action, die Handlung de l'homme par rapport aux réactions instinctuelles biologiques. Donc c'est l'anthropologie qui s'occupe avec l'émergence des conduites spécifiquement humaines. Or Heidegger, en refusant l'anthropologie, ab initio, en se fiant à sa propre spéculation, il trahit sa méfiance foncière à l'égard de la science en général. La science n'est pas capable, à ses yeux, de nous fournir des explications sur l'humanité de l'homme, sur la spécificité des conduites humaines. Donc il va préciser que son ouverture à l'être n'a rien à voir avec ce qu'un anthropologue comme Gehlen parle, l'ouverture de l'être humain au monde. Au fond, son but, c'est de déposséder la science de ses puissances. Il parle d'Entmachtung der Wissenschaft. Il veut déposséder, réduire la science à l'impuissance, montrer que le savoir scientifique, c'est un savoir limité, un savoir opérationnel, mais qui n'a jamais accès à la nature profonde des choses. Il le dit en toutes lettres. L'être dans sa profondeur n'est pas accessible à la science. La science n'est pas concernée par les profondeurs abyssales de l'être. Et à ce moment-là, s'il rejette la capacité du savoir scientifique, on comprend bien que l'explication, il ouvre la voie aux explications mystiques, même s'il se défend de toute fidélité à une religion déterminée, il est beaucoup plus proche de la théologie avec son idée de mystère ontologique de la liberté que de la science, c'est évident. D'où la grande audience de la pensée heideggerienne dans les milieux théologiques, qui se retrouve tout à fait dans cette méfiance foncière à l'égard de la science et dans cette idée que les œuvres d'art Cézanne, que les grands procès moraux, la liberté, sont inaccessibles à toute démarche scientifique. Si on prenait un exemple qui est l'exemple privilégié de Heidegger pour ce qui concerne l'interprétation de la littérature, la poésie de Hölderlin, sur laquelle, soit dit en passant, Lukács avait publié aussi une étude importante en 1935, mais qui était focalisée sur le Hyperion de Hölderlin. Vous n'allez pas trouver dans les études heideggeriennes sur Hölderlin la moindre allusion
au rapport du poète avec la Révolution française, avec le mouvement jacobin, le fait que Hölderlin a été un grand admirateur de Rousseau, de la Révolution française, qu'il était même un esprit radical dans son admiration, qu'il déplorait le fait que l'Allemagne est misérable sous le rapport social, qu'elle ne s'élève pas au niveau que la France a connu à travers sa révolution. L'intentionnalité esthétique de la poésie hölderlinienne est absolument dissociée chez Heidegger de tout enracinement socio-historique. Tandis que Lukács met tout son accent sur le fait que Hölderlin, comme son ami contemporain Hegel, comme Schelling, ont été tous des enthousiastes de la Révolution française, que la tragédie de Hölderlin consiste justement dans le fait qu'il n'a pas vu de solution pour l'Allemagne de son époque une fois que la Révolution française est arrivée dans sa phase thermidorienne, qu'elle s'est figée dans un nouvel ordre social qui était l'ordre de la bourgeoisie triomphante. Et pour Lukács, Hölderlin, c'est un jacobin attardé, ein verspäteter Jakobiner, comme il dit. Quand Heidegger prend connaissance de cette interprétation, je ne sais pas s'il a pu lire les études de Pierre Berthaud, de germanistes de l'époque qui ont interprété l'œuvre de Hölderlin, il écrit à une amie, Hölderlin n'avait rien à voir avec le jacobinisme, que les interprétations de ce type lui semblent non avenues. Donc il y a un refus de principe de conjuguer l'intériorité de l'œuvre avec l'extériorité socio-historique. Donc sur le plan des applications esthétiques, on voit bien que pour Lukács, la subjectivité est toujours une subjectivité, je dirais, médiatisée par le réseau des déterminations sociales. La subjectivité de Hölderlin n'est pas concevable si vous évacuez complètement le vécu du poète, qui était un vécu tragique de quelqu'un qui a nourri des aspirations révolutionnaires, qui voit que la révolution se fige, qui voit que l'Allemagne reste dans son état de misère sociale et politique, et cette profonde désillusion, c'est la tragédie de Hölderlin, selon cette interprétation. Tandis que pour Heidegger, il n'y a aucun rapport entre compréhension de l'intériorité de l'œuvre et explication à travers la situation socio-historique. Donc je dirais que aussi dans les applications esthétiques, dans la façon d'approcher les œuvres d'art, cette différence profonde se fait jour entre une intériorité émancipée de toute détermination, comme c'est le cas du sujet heideggerien, et une intériorité médiatisée par le réseau de détermination, qui est le sujet lukácsien. Bon, j'avais l'intention de traiter aussi d'autres aspects, mais je pense que la vocation d'un séminaire, c'est plutôt de la discussion que le cours magistral. Donc, si vous souhaitez déjà soulever des questions, demander des éclaircissements, si je peux vous être utile dans ce sens, je le veux bien. Si vous considérez qu'il y a encore du temps pour discuter, je ne sais pas, le problème de ce qui était pour Heidegger l'être jeté, Geworfenheit, que l'homme est un être jeté dans le monde, comment faut-il entendre ce concept central de l'existentialité heideggerienne qui est l'être jeté,
ou la finitude, die Endlichkeit de l'homme, et pourquoi Lukács s'est montré si récalcitrant aussi bien à l'une que l'autre, pourquoi il a récusé avec tant de force chez Heidegger comme chez Sartre l'idée que l'homme est un être jeté, c'est-à-dire qu'il ne sait pas d'où il vient, où il va, qu'il est jeté dans un monde qui est opaque, qui est incompréhensible et qu'il doit faire face à des situations de ce genre ou à la situation de la finitude qui caractérise l'être pour la mort heideggerien, on peut très bien aussi développer ces points. Mais je pense... Je donne la parole à monsieur... Je vais répondre à Nicolas Tertullian en remerciant pour cet exposé plus que passionnant, brillant. Comme on a commencé un tout petit peu en retard, je fais semblant de faire écho à ce qu'il a dit en une phrase. Le caractère ahistorique de l'enseignement académique est là, n'est-ce pas? Heidegger est l'un des papes de cette tradition. À propos de Lucrèce, il y a le vers 41 du chant 1 de Lucrèce qui parle de patriae temporei, ou en ces temps de malheur pour la patrie. Et quelqu'un qui n'a pas la taille d'Heidegger, mais qui est un excellent commentateur, Pierre Boyancé, explique, avec beaucoup de professeurs de latin, voire de philosophie, que ça n'a aucun rapport évidemment avec les guerres civiles qui se déroulent sous la fenêtre de Lucrèce, dans Rome, à l'époque où il écrit son poème de la nature. Et une sorte d'aveuglement féroce, atroce parfois, à la mise en relation de l'intériorité d'une poésie, d'une philosophie et la situation socio-historique que vous disiez. Mais j'ai pris le micro non pas pour faire un petit discours, mais pour vous dire qu'est-ce donc que être jeté, cher Nicolas Tertullian? C'est la première question, et on dit qu'on commence le débat, comme vous avez gentiment proposé de le faire, mais ça nous intéresse beaucoup de savoir ce que vous vouliez dire là-dessus, donc répondez, vous êtes chez vous, prenez le temps qui vous convient pour aborder cette question. Ensuite, on demandera, comme on fait en général à nos amis, de poser 3 ou 4 questions, comme dans les conférences de presse, et puis vous leur répondrez, si j'ose dire, par paquet de 3 ou 4 à ces questions. Donc, il s'agit d'un concept central du livre de Heidegger, Être et temps, lorsqu'il formule l'idée qu'il appartient à la réalité humaine, à l'être de l'homme, d'être un être jeté dans le monde. Et il forge ce substantif, Geworfenheit, être jeté, on a traduit ça. Peut-être qu'Henri Corbin s'est hasardé à traduire en 1938 par déréliction, mais je ne suis pas sûr. De toute façon, Sartre, qui a été très marqué par ce concept et qui emploie souvent, au fil de la plume, l'idée que l'homme est jeté dans le monde, dans le monde, dans des situations. Alors, pour élucider ce concept, je commencerai par dire que la réalité humaine, selon Heidegger, est livrée à une double hétéronomie, à l'emprise d'un existant qui n'est pas elle et qu'elle ne maîtrise pas, et aux puissances qui gisent dans son propre soi et dont la domination lui échappe également. C'est pourquoi je parle de double hétéronomie. D'un côté, on est livré à un monde dont Heidegger nous dit que on n'arrive pas à avoir une maîtrise, même une emprise, abandonné, il est abandonné à cette situation, mais d'une façon
qui me semble plus claire, plus précise. Il nous dit dans Être et temps, pour définir ce que c'est l'être jeté, que l'homme ne sait pas d'où il vient et vers quoi il va. Wohin et woher reste, dit Heidegger, je le cite littéralement, reste dans l'obscurité. Alors, quand Lukács fait état de cette thèse heideggerienne, bien sûr, il laisse entendre au monde qu'il n'y a aucune raison de considérer que nous ne savons pas d'où nous venons et vers quoi nous nous dirigeons, donc d'absolutiser cette obscurité du monde et du soi auquel nous serons confrontés. Et qu'il faut partir au contraire de l'idée qu'il y a un ensemble de déterminations qu'on peut cerner, qui représente cette constellation de détermination à laquelle nous sommes confrontés et qui nous détermine. Chacun de nous a une biographie singulière, bien sûr, mais un ensemble de déterminations qui ont joué un rôle, qui l'ont marqué dans sa formation, qui ont prédéterminé, pour ainsi dire, son trajet. Je ne dis pas déterminé, prédéterminé, c'est-à-dire une constellation de détermination dans lesquelles s'inscrit notre trajet, notre biographie, et la réponse à cette détermination qui nous interpelle, comme je ne sais pas, quelqu'un qui a vécu dans un milieu xénophobe, de violente xénophobie, il est marqué dans son trajet par cette détermination qui est l'ambiance xénophobe à laquelle il a été confronté depuis son enfance. Et je dirais que qui mieux que Sartre, qui était un grand amateur de psychanalyse existentielle, c'est-à-dire de faire des sondages dans les profondeurs de la biographie d'un personnage, voir, si vous lisez L'idiot de la famille, comment il analyse l'enfance de Flaubert, comment il analyse les rapports de Flaubert avec son père, avec son frère, la particularité des rapports, est mieux placé, je dis, qui mieux que Sartre est mieux placé pour savoir que cet ensemble de déterminations, on peut très bien les cerner et qu'elles servent de point de repère pour dessiner le trajet du personnage qu'on analyse, en espèce le trajet de Flaubert. Bon, donc il y a cette idée heideggerienne que le woher et le wohin, le d'où et vers où sont enveloppés dans l'obscurité. Il y a la réplique de Lukács que le d'où, loin d'être dans l'obscurité, il peut devenir transparent et qu'on peut inscrire son trajet, donc son futur, à partir de cet ensemble de déterminations. Au point que Lukács, fidèle à sa méthode de chercher les racines socio-historiques des théorèmes philosophiques qu'il analyse, il dit, mais Heidegger décrit très bien une certaine situation des individus à un moment déterminé de l'histoire. Quand les individus, pensons à l'Allemagne de Weimar, l'Allemagne défaite après la Première Guerre mondiale, avec beaucoup d'individus qui se heurtent à une terrible inflation, au chômage, à une condition effectivement où les événements leur tombent dessus sans pouvoir les maîtriser, et les intellectuels qui vivent sans savoir d'où la situation vient et vers quoi ils se dirigent, il dit oui, peut-être que c'est une façon de transfigurer une situation déterminée où les individus effectivement avaient ce sentiment profond d'être jetés dans un monde qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser et dont la finalité leur échappait, mais il n'y a aucune raison de transformer cette situation particulière en une détermination ontologique de la réalité humaine. Donc pour lui, Heidegger est inscrit une
situation historique dans l'absolu de la métaphysique du Dasein. C'est ainsi que Heidegger définit sa pensée. C'est une métaphysique de la réalité humaine, du Dasein, et la Geborgenheit, l'être jeté, est pour lui une détermination fondamentale de l'homme en tant que tel. Donc voilà, c'est quelques éléments, si vous voulez, pour expliquer ce concept. Et dans les cours de Heidegger, on trouve ces précisions dont j'ai fait état, c'est-à-dire l'idée d'abandon, de Preisgegebenheit, l'idée d'un soi qui est aussi obscur que le milieu. Donc, Heidegger s'est efforcé de préciser ce concept qu'il a formulé, je répète, dans Être et temps. Pour ce qui concerne le concept de finitude, de Endlichkeit, bon, il dérive d'une certaine façon du concept d'être jeté. Et pourquoi se montrer récalcitrant à l'idée heideggerienne de finitude de l'existence humaine? Ce n'est pas parce que Heidegger fait de la mort et de l'être vers la mort ou pour la mort, Sein zum Tode, une détermination fondamentale de l'existence humaine. C'est plutôt un atout important de sa pensée qu'il a soulevé la question de la mort et il a fait de la mort un objet central de la réflexion philosophique. Le problème, c'est que Heidegger considère que l'être pour la mort, c'est le moment d'authenticité de la réalité humaine. C'est-à-dire, sa thèse est qu'il y a deux niveaux dans l'existence humaine, inauthenticité et authenticité. Inauthenticité, c'est le champ où l'être humain est dominé par les représentations de l'opinion publique, par ce qu'il appelle l'on, das Mann. On lit les mêmes journaux, on mange les mêmes choses, on suit les mêmes opinions. Ce monde du on, qu'il décrit d'une façon très saisissante, il faut reconnaître que les descriptions de Heidegger du monde de l'on, quand on vit sous l'égide des idées reçues, des représentations préfabriquées, où l'esprit critique abdique en faveur de ce qu'on dit, de ce qu'on accrédite comme vrai, et ainsi de suite. Donc, il considère que ça, c'est le monde de l'inauthenticité de la réalité humaine, et que le moment de l'authenticité, c'est quand l'homme réalise qu'au-delà de tout ce tourbillon de la vie inauthentique, on est confronté à sa propre mort, au fait que nous sommes des êtres voués à la disparition, et que ce vis-à-vis de la mort, c'est le grand moment d'authenticité où nous échappons à la domination de l'inauthenticité et nous confrontons à nous-mêmes, à soi-même. Est-ce une raison de faire de l'être pour la mort le grand moment de l'authenticité de la réalité humaine? Un rationaliste comme Lukács, il va rappeler la thèse de Spinoza que la philosophie est vouée à méditer sur la vie et qu'il faut suivre l'enseignement d'Épicure, que tant que nous existons, et la mort, c'est quand nous n'existons plus et nous ne nous rendons plus compte de ce qui se passe. Donc, faire de la mort le grand moment de l'authenticité, c'est contredire la sagesse épicurienne et la sagesse spinozienne. Cela dit, ni Lukács, ni Adorno, ni les adversaires de Heidegger ne nient pas que c'est une dimension fondamentale de la réalité humaine et que c'est un objet plus que légitime de la réflexion philosophique. La question, c'est celle de la finitude. Heidegger fait de cette idée que nous sommes des êtres finis le saut de l'authenticité comme quelque chose de consubstantiel à la réalité humaine.
Or, la tradition de l'idéalisme classique allemand, c'était d'arriver à un équilibre entre finitude et infini. Hegel, Schelling, tous, ils pensaient que l'homme puise dans l'infini des possibilités du réel, inscrit dans le tissu du réel, les ressources pour arriver à dépasser les différentes situations. Et qu'il n'y a pas de raison d'évacuer l'infini pour nous cantonner dans la finitude. Heidegger désapprouve explicitement Kant et Hegel pour avoir sacrifié à l'idée d'infini, et il fait de la finitude la condition sine qua non de l'authenticité de l'existence humaine. Alors, on a le choix où on suit la voie de l'idéalisme classique allemand, qui n'est pas seulement celle de Hegel et de Schelling, mais aussi de Goethe et de Schiller. Rappelez-vous une des propositions fameuses de Goethe qui disait « Si vous voulez arriver à l'infini, parcourez le fini dans toutes les directions. » Donc, Goethe considérait que la vocation de l'homme, c'est de s'ouvrir vers l'infini des possibilités, mais il n'y a pas d'infini en dehors de parcourir toutes les situations finies. Donc, Schiller, qui faisait l'éloge de l'infini, ce sont 4 vers de Schiller que Hegel met à la fin de la phénoménologie de l'esprit, où Schiller fait l'éloge de cet infini. Donc, on a ici, chez Heidegger, une rupture avec l'idéalisme classique allemand et avec la grande littérature allemande de l'époque de Weimar, parce que il veut absolutiser la singularité de l'individu replié dans cette solitude où il est confronté à sa propre mort. Or, pour un penseur comme Lukács, la vocation de l'homme, c'est justement de ne pas rester figé dans sa pure singularité, mais par ses actes s'inscrire dans le périmètre de l'humanité. Donc, non seulement que Lukács fait l'éloge de la dialectique entre individu et citoyen, comme faisaient déjà les idéalistes classiques allemands, le citoyen et l'individu singulier, mais il met un grand accent sur la vocation de l'homme de participer au destin du genre humain. Une vraie action, c'est celle qui peut être assumée par les autres, qui se reconnaissent dans votre action. Elle est singulière, elle est finie, mais elle a une portée qui dépasse cette finitude parce que les autres se reconnaissent. Elle est complémentaire aux actions des autres. Et cette complémentarité entre les individus, le fait que chaque action singulière s'inscrit dans le périmètre du genre humain, c'est pour Lukács le signe de la vraie humanité, c'est-à-dire les actes où l'humanité se reconnaît en tant que telle dans les actions singulières des différents individus. Donc vous voyez, il y a sur le problème fini-infini une dialectique, parce que dépasser sa finitude, ça veut dire s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à l'infini des réalités des autres, assumer aussi les acquis des autres dans sa propre intériorité, et cette dialectique entre singularité et universalité est, pour Lukács, dans la tradition de la philosophie classique allemande, le sceau de l'authenticité. Donc, finitude chez Heidegger, dialectique entre fini et infini chez Lukács. Merci. Merci beaucoup. Vous pensez tellement à faire parler nos amis que vous nous avez interdit de vous applaudir contrairement à la tradition, mais ce n'est pas parti relire. Je fais passer une feuille pour ceux qui ne sont pas informés régulièrement. Inscrivez votre adresse électronique. Fin de demander à Vénus de calmer les ardeurs de Mars. C'est ça l'académisme effrayant qu'on subit souvent. Même dans les passages où nos bons auteurs parlent de la
situation socio-historique, les commentateurs ont souvent envie de nous prouver qu'en fait, ils n'en parlent pas. Des questions venues de la salle, maintenant, s'il vous plaît, Nicolas. C'est pas important pour vous, mais pour les auditeurs, ça fait un trou étrange Même dans que l'être. l'inflation weimarienne a donné lieu au Dasein, si j'ai bien compris. Eh bien, est-ce qu'on pourrait savoir, expliquer quelle situation sociale et historique a permis l'éclosion de la phénoménologie, qui est finalement, sans doute, une variante de la théorie idéaliste de Platon, de la caverne? Est-ce qu'il y a une situation historique donnée qui a permis l'éclosion tout d'un coup, à la fin au début du XXe siècle, je crois, ou à la fin du XIXe, à la phénoménologie? Bon, la phénoménologie a une histoire qui s'étale sur des décennies, donc plusieurs conjonctures socio-historiques. Chez Husserl lui-même, j'avoue qu'il me serait difficile de établir la genèse de sa pensée phénoménologique en la liant à une situation socio-historique très précise. Parce qu'il publie ses recherches logiques en 1900. Ses ouvrages fondamentaux d'idéalisme phénoménologique, les idées pour une phénoménologie pure, sont de 1913, et puis le reste est resté, un manuscrit n'a été édité qu'après sa mort, les volumes suivants, qui sont maintenant traduits en français, tous les trois, les idées. Alors, c'est un idéalisme philosophique, vous dites, c'est une sorte de réviviscence du platonisme, on peut l'interpréter, mais Husserl, au début, quand il formule son concept d'intentionnalité, il met l'accent sur le fait que la conscience est toujours conscience de quelque chose. Donc, l'intentionnalité, c'est se projeter vers quelque chose qui transcende la conscience, tout en faisant de la conscience un absolu. Pourquoi il fait un absolu? Parce qu'il nous dit il faut commencer par mettre en parenthèse le monde réel et toutes ses déterminations. C'est la fameuse réduction phénoménologique. Il faut la mettre en parenthèse, se fier à l'absolu de la conscience et du sujet, décrire l'intentionnalité, les actes intentionnels de la conscience, au point que Sartre, quand il fait son étude sur l'intentionnalité, il dit mais c'est une pensée réaliste, c'est pas une pensée idéaliste, c'est une pensée réaliste. Bon, ça c'est une interprétation très particulière de Sartre. Heidegger ne pensait pas la même chose parce que lui il s'est séparé de son maître Husserl justement parce qu'il le considérait idéaliste dans le sens cartésien du mot, qu'il fait de la conscience un absolu et que au lieu de mettre l'accent, comme il l'a fait lui Heidegger, sur l'existentialité de l'homme, sur le vécu, les dispositions affectives, les stimules de l'homme, il fait de la conscience transcendantale le fondement de la philosophie. Donc Heidegger disait, c'est du néo-kantisme, c'est comme les néo-kantiens, Husserl l'a versé dans l'idéalisme néo-kantien, je ne me considère plus son disciple, donc il va sur son propre chemin, celui de la philosophie de l'existence, puisé, il faut le dire, chez Kierkegaard, chez Schelling, mais pas chez Husserl, après avoir été le principal disciple quand même de Husserl au début des années 20.
Alors, vous me demandez, est-ce que tout ça est lié à une situation socio-historique? Mais c'est lié dans la mesure où ce sont toujours des réactions contre ce que j'ai appelé le matérialisme ontologique. Si Husserl commence par nous dire le plus important dans ma pensée, c'est la réduction phénoménologique. Et la réduction phénoménologique, c'est mettre en parenthèse le monde réel avec toutes ses données et se fier à la conscience qui, elle, va analyser les structures fondamentales du monde. Bon, mais c'est un idéalisme, c'est clair, c'est un idéalisme philosophique et son cartésianisme de la fin ne fait que confirmer ça. Donc, qu'est-ce que c'était au pôle opposé? Au pôle opposé, c'était justement le matérialisme ontologique, pas le positivisme, parce que chez Husserl, il y a des contacts avec le positivisme de son époque, avec la pensée de Mach et d'Avenarius, au point que Lukács dit il n'y a pas grande différence entre le premier Husserl et la pensée des empiriocriticistes. Et effectivement, si on analyse l'histoire de la phénoménologie, on voit que Husserl avait lu Mach, il a puisé chez les empiriocriticistes des éléments, parce que aussi bien les uns que les autres se fient à l'absolu de la conscience. Les empiriocriticistes à la perception, l'absolu c'est la perception des choses. Chez Husserl, c'est la conscience constitutive du monde. Donc c'est une forme de réviviscence de l'idéalisme contre une possible montée en puissance du matérialisme. Et beaucoup de gens sont devenus, quand on pense à l'influence de la phénoménologie en France, on se rend compte de l'audience extraordinaire qu'a connu ce courant. Paul Ricoeur, traducteur de Husserl, mais Lévinas, qui a puisé depuis ses débuts dans la phénoménologie de Husserl, et chez Heidegger, les éléments fondamentaux de sa philosophie. Donc, grande influence de la phénoménologie sur beaucoup de penseurs qui tous ont trouvé des instruments conceptuels pour s'opposer à une pensée de type matérialiste qui pointait à l'horizon. C'est pour ça que j'ai cité ce passage où Heidegger nous dit « Mais si je suis pour l'idéalisme, ça a une signification aussi partai politique. » Donc lui-même dit que c'est un combat qui a des implications politiques. À quoi il pensait? Mais je pense qu'il pensait qu'il y a des adversaires de ce type de pensée qui sont des réalistes et politiquement c'était les marxistes. Si on tient compte de la propagande marxiste à l'époque qui parlait du matérialisme dialectique, historique, c'est sûr que c'était situé à l'opposé. Donc moi je crois que la phénoménologie a été un courant qui a permis un aggiornamento de l'idéalisme, une forme moderne de l'idéalisme, de réaction contre la montée en puissance du matérialisme à l'époque, et que son audience était due du fait qu'elle proposait tout un ensemble, tout un arsenal conceptuel, les concepts d'intentionnalité, qui ont eu un succès extraordinaire, et qui ont encore un succès remarquable dans la philosophie anglo-saxonne. On parle beaucoup d'intentionnalité, d'ontologie de l'intentionnalité dans la philosophie anglo-saxonne contemporaine, dans le néopositivisme aussi. Alors, je pense qu'il faut prendre en compte ces dimensions socio-historiques. Vous savez, chez Heidegger, il y a des gens qui sont tombés des nues quand ils ont appris que Heidegger a adhéré au national-socialisme. Comment? Mais quel rapport entre la spéculation? Je me rappelle, il y avait un Heideggerien intelligent, un esprit aigu, qui, je pense, vivait à la fin de sa vie aux États-Unis, Rainer Schurman. Et lui, il a écrit sur Heidegger, le principe de l'anarchie, et puis il découvre dans les textes qu'on vient de publier chez Heidegger un éloge de la germanité, de l'esprit allemand. Alors, Schurman dit, mais quel rapport entre la spéculation sur le Dasein et cet éloge
de la germanité, qu'est-ce que c'est ce pan-germanisme chez un philosophe qui est appelé à nous donner les fondements de l'existence humaine qui n'a aucun rapport avec les clivages nations. Mais c'est ça le problème, que Heidegger est arrivé à divulguer son profond attachement à l'humanité. Je ne sais pas comment il faut traduire ce concept das Deutsche, mais das Deutsche, l'esprit allemand. Mais on voit bien que c'était pour lui une dimension essentielle, non seulement sur le plan politique immédiat, mais sur le plan philosophique, parce qu'à la fin de la guerre, quand l'Allemagne était déjà presque à la veille du débâcle, et il dit à ses étudiants, ça se trouve dans son cours sur Héraclite de 43-44, donc nous sommes vraiment à la fin de la guerre, il dit, bon, la planète est en flammes, le monde est sorti de ses gonds et disjoint, le salut ne peut venir que d'une méditation historico-mondiale qui puise son inspiration dans l'esprit allemand. Das Deutsche, si on l'entend comme il faut, l'esprit allemand, alors on se demande qu'est-ce qu'il entendait par esprit allemand à la fin de la guerre pour voir le salut de l'humanité après tout ce que l'Allemagne a pu faire avec cette guerre, les catastrophes qu'elle a provoquées, et lui, à la fin de cette histoire, il nous dit le salut du monde, en ce moment quand la planète est dans les flammes, ne peut venir que de l'esprit allemand. Mais pourquoi l'esprit allemand? Quel privilège ontologique a l'esprit allemand par rapport, je ne sais pas, à l'esprit des autres pays, l'esprit français, l'esprit italien, l'esprit anglo-saxon, et j'en passe. Alors cet attachement à l'humanité, à la germanité, ça montre qu'il avait une représentation de l'histoire du monde, et on comprend à travers ses autres écrits un peu à quoi il pensait. La Russie et les États-Unis, il le dit en 1935 dans son cours, sont la frénésie sinistre de la technique. Donc les deux grandes puissances du moment, les États-Unis et la Russie, c'est la frénésie de la technique. Et au milieu, se trouve le peuple du milieu, le peuple allemand, qui est le peuple métaphysique, dit Heidegger. Donc on voit que pour lui, les deux grandes menaces, les puissances de la technique sont l'Union soviétique et les États-Unis de l'Amérique, et que l'Allemagne incarne par son esprit le salut du monde. Et cette idée, il la maintient jusqu'à la fin de la guerre, même après que l'Allemagne, parce que bon, il considérait probablement que Hitler a pu être un égarement du destin allemand, mais le salut du monde passe quand même par l'esprit allemand. C'était sa conviction. Pour cette digression. Merci beaucoup. Je signale au passage un excellent compte-rendu très ample par Nicolas Tertullian de l'ouvrage de Emmanuel Faye qui discute la méthode parfois, qui en même temps évidemment n'adhère pas avec tous ceux qui ont déversé des trop drôles injures, comme on en voit rarement dans les discussions philosophiques. Sur la personne d'Emmanuel Faye et sur son livre sur le délai. Ça date de 3-4 ans. Bonjour. C'est une question à propos de Lukács. Je voulais vous demander, en fait, vous n'avez pas eu le temps de nous dire beaucoup de choses sur le projet de l'être social chez Lukács, enfin, outre qu'il s'agit de détermination qui détermine l'être. Mais cet être social, c'est l'individu, disons, un peu individuel, ou est-ce qu'il s'agit du groupe, ou est-ce qu'il y a les deux? Donc voilà, je voulais simplement savoir si vous pouviez nous en dire un peu plus sur ce sujet. Est-ce que dans... Des animations que nous sommes confrontés à l'histoire chez Heidegger, je voulais savoir si on peut mettre en rapport cette idée avec l'idée de Derrida, de la temporalité. Il parle dans son livre Spectre des Naxes, c'est quelque chose où on vit à l'infini de la
pourquoi Sartre, qui se disait marxiste, n'avait pas pu utiliser Lukács? n'avait pas pu utiliser. Plus utilisé. Pour répondre à votre première question, peut-être un petit détour par un ouvrage antérieur de Lukács, Histoire et conscience de classe, son livre qui était longtemps le plus connu, et où l'accent principal n'est pas du tout mis sur l'individu, mais sur la classe, parce qu'il parle du prolétariat mondial comme incarnation du sujet-objet identique de l'histoire. Histoire et conscience de classe débouche sur une sorte d'eschatologie prolétarienne, de messianisme prolétarien. Le salut va venir de l'émancipation de l'humanité à travers l'action du prolétariat mondial. Lukács dit c'est un ouvrage que j'ai écrit sous le coup de la révolution russe, la révolution d'octobre. Nous étions à l'époque tous emportés par l'enthousiasme provoqué par la révolution russe. Et puis, après que j'ai publié ce livre, on a assisté à la stabilisation relative, à la stabilisation de l'ordre capitaliste, la pensée que la révolution va s'élargir à l'ouest de l'Europe, c'est à vrai non fondé. En Allemagne, elle a échoué. En Hongrie, la commune hongroise a duré quelques mois, elle a été réprimée. Est arrivée la dictature de Horthy. Donc il dit, on a vécu un moment où les esprits se trouvaient dégrisés. On a compris que la révolution n'est pas imminente dans le monde, que nous nous trouvons à la veille d'une longue période historique, qu'il faut se confronter à la puissance de résistance de l'ordre capitaliste qui a remonté la pente après le moment de déroute qui a succédé à la Première Guerre mondiale, et que le capitalisme a fait que le socialisme est resté cantonné à un seul pays, à l'Union soviétique. Alors il y a eu tout ce fameux débat, Staline, Trotsky, est-ce que la révolution est mondiale ou elle n'est pas du tout, ou est-ce qu'on peut construire le socialisme dans un seul pays? Lukács a pris fait cause pour l'idée, il disait que c'est une idée de Lénine, on peut, on doit essayer de faire avec les moyens du bord et de faire avancer le socialisme dans un seul pays. Bon, ça c'est un débat historique sur est-ce qu'il s'est trompé ou non. C'est pas maintenant que je vais me lancer dans ces discussions, mais parce que votre question était sur l'ontologie de l'être social. L'ontologie de l'être social met effectivement un grand accent sur le poids des individus dans la dialectique sociale. Il met un grand accent, mais il ne fait pas c'est-à-dire, il ne sous-estime à aucun moment le poids des formations sociales, que ce soit les tribus, les familles, les classes, et même à la fois l'humanité en tant qu'entité globale. L'humanité, Lukács dit, au fond, nous assistons à la genèse d'un espace mondial d'une humanité unifiée par la force des situations économiques, la mondialisation du capitalisme, les échanges entre les différentes zones du monde, fait que maintenant, il n'y a plus d'histoire séparée d'une nation ou d'une autre, tout est lié dans l'histoire de l'humanité en tant qu'ensemble. Et il pose le problème de la conscience de soi de cette humanité, la façon dont les actions des individus s'inscrivent dans le périmètre de la conscience du genre humain. Le concept de genre humain, d'histoire du genre humain, joue un rôle capital
chez le dernier Lukács, dans l'ontologie et dans l'esthétique. C'est-à-dire, mais il n'y a pas de genre humain en dehors des acteurs, qui sont les individus. C'est-à-dire, vous n'allez pas rencontrer chez Lukács, comme chez Goldman par exemple, l'idée sujet collectif, conscience collective. Non, pour lui, il y a les individus qui sont les acteurs de la vie sociale. Les individus sont toujours en interaction. Leur action fusionne dans des actions de groupe et de classe sociale. Donc, il ne s'agit pas du tout de nier la réalité du groupe ou de la classe comme synthèse des actions individuelles, je souligne, comme synthèse. C'est-à-dire, il ne faut plus fétichiser comme si ce serait une entité. La classe serait une entité et la conscience de classe une autre entité. Pour lui, les seuls acteurs de la vie sociale sont les individus. Leurs actions se conjuguent, arrivent à des convergences qui font que ce soit des actions des groupes, parce qu'il y a cette convergence des actions individuelles et la communication entre les individus fait qu'il y a effectivement des réalités supra-individuelles qui se constituent à travers les interactions des individus et qui exercent une pression sur les actions des individus. Mais elles ne se figent pas quelque part, elles sont toujours vives seulement à travers les actions individuelles. Donc, à mon avis, ce fort accent sur la subjectivité individuelle, sur le travail que le sujet exerce sur lui-même, parce que Lukács, par exemple, quand il parle de l'aliénation, il met un grand accent sur le travail du sujet individuel sur lui-même. Il faut, quand il dit « je me décide à ne pas participer à l'aliénation de moi-même », « Ich mache meine eigene Entfremdung nicht mehr mit », je ne participe plus à mon aliénation. Ça suppose qu'il faut souvent lutter à l'intérieur de sa propre subjectivité contre des représentations, des convictions qui vous sont imposées, qui vous sont inculquées par la force des choses, mais que vous devez combattre si vous voulez arriver à défétichiser les choses. Donc cet accent sur ce qui se passe dans l'intériorité du sujet, sur le travail de la subjectivité sur elle-même, qui n'est jamais indépendant des données, des situations objectives. Lukács ne dit pas qu'une crise est provoquée par des individus isolés. La crise est le résultat de situations historiques où jouent un rôle des données qui transcendent, bien sûr, les individus. Au point qu'il admet que les lois sociales sont même indépendantes, parce que indépendantes dans le sens que l'individu est souvent confronté à des situations qu'il n'a pas créées lui-même. Les conséquences de nos actions dépassent nos intentions. En quel sens? À mon avis, dans le sens qu'une action s'inscrit, mais elle peut avoir des conséquences par l'action des autres qui dépassent mes intentions initiales. Elles sont le résultat d'une interaction de multiples volontés individuelles. Malheureusement, il ne s'arrête pas beaucoup sur cette dialectique, mais il ne cesse pas de nous dire que les conséquences dépassent les intentions. C'est d'ailleurs une idée hegelienne, l'idée de Hegel d'une ruse de la raison, d'une ruse de l'histoire, que l'histoire arrive souvent à produire des effets que les acteurs n'ont pas prévus et n'ont pas voulu. Donc il y a une sorte de résultante générale des actions individuelles qui dépassent les intentions individuelles. Et ça, c'est un problème qu'on aurait aimé que Lukács élucide plus. Et à mon avis, c'est une des tâches aveugles de son ontologie qu'il n'a pas suffisamment élucidé. Il a présenté ça comme une évidence, que les conséquences dépassent les intentions des individus. Dépassent en quel sens? En sens que il y a vos intentions qui s'inscrivent dans le réel, mais il y a aussi les réactions des autres que vous n'avez pas prévues, qui
produisent certains effets qui n'étaient pas dans votre intention initiale, et la somme de ces multiples interactions, c'est une situation socio-historique donnée. Donc, c'est ce que je peux répondre à votre question, c'est que de toute façon, il n'y a plus de cette idée téléologique de l'histoire que le prolétariat va assurer le salut du monde. Non, on voit bien, Lukács ne parle plus, même il dit que c'était une idée hegelienne, l'idée d'un sujet-objet identique de l'histoire qui serait incarné par le prolétariat mondial. C'est une réminiscence hegelienne. Et il n'y a pas de téléologie dans l'histoire de finale, parce qu'il y a une action d'une multiplicité de volontés et de facteurs qui font que toujours la résultante dépasse les intentions. Donc, pas de finalisme de l'histoire, pas de providence dans l'histoire. Et ça, c'est venu aussi de l'échec de l'expérience soviétique, parce que beaucoup de gens ont cru que l'Union soviétique, c'est le salut de la société contemporaine. Et quand cette société s'est écroulée, on a bien vu que, d'abord, que le stalinisme a absolutisé la voie soviétique, ce qu'on savait déjà, parce qu'il y a eu beaucoup d'hérésies. Rappelez-vous l'affaire Tito, toutes les dissidences qui se sont produites à l'intérieur du camp socialiste. Il y a eu beaucoup de contestations de la voie stalinienne déjà du temps de Staline. Staline a dû affronter l'opposition de Tito, il a dû... donc l'idée que la voie soviétique, c'est la voie du salut socialiste de l'humanité, s'est avérée une vue de l'esprit. Et Lukács, comme philosophe, ne pouvait pas ignorer que beaucoup de marxistes ont sacrifié à ces fantasmes téléologiques, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une nécessité ou une finalité de l'histoire qui est inscrite dans les choses et qui fait qu'il y a une voie univoque, unidirectionnelle. À mon avis, son ontologie plaide pour l'idée d'histoire ouverte, d'ouverture, de pluralité de voies. Rien n'est prédéterminé. Il y a une pluralité de possibilités, beaucoup de choses dépendent de ce qu'on va choisir, mais rien de prédéterminé, rien de téléologique ou de déterministe dans l'histoire. Bon, voilà ce que je peux vous dire à propos de... Merci beaucoup. Nos amis ont évidemment des engagements. Nous disons qu'on finit à 16h, on ne finit jamais à 16h. Vous pourriez avoir la gentillesse de dire deux mots sur Derrida, intemporalité, et sur Sartre, utilisant Lukács peut-être un petit peu plus que ce jeune homme disait, je ne sais pas. Et puis, on remerciera nos amis et vous surtout, bien sûr. Madame, ce petit livre de Derrida, Spectre de Marx, vous avez évoqué le concept de Derrida de spectre. Ici, je dois vous avouer que je n'ai pas réussi à percevoir exactement ce que Derrida veut tirer de ce concept de spectre qu'il projette. Il parle de Hamlet, de la fameuse scène. Mais, donc, j'avoue une certaine difficulté à comprendre le sens de ce fort accent que Derrida met sur l'idée de spectre. Mais à propos de l'intemporalité, je peux vous signaler que pour quelqu'un qui considère que l'historicité est consubstantielle à l'être, que même c'est l'attribut fondamental de l'être, c'est son caractère historique, que même les catégories de l'être ne sont pas intemporelles, mais certains, on les trouve comme des données objectives, comme la causalité. Mais si vous prenez la catégorie de téléologie, d'activité finaliste, vous devez admettre qu'il n'y a pas de téléologie dans la nature anorganique ou même organique, que la téléologie ne surgit qu'avec l'émergence
de la conscience humaine. C'est le premier être téléologique, c'est l'homme. Donc la téléologie, c'est une catégorie historique qui a surgi à un certain moment de l'histoire de l'être. Alors je me méfie du concept d'intemporalité, je me méfie, je ne comprends pas en quel sens on peut parler d'intemporalité de l'être. On peut parler de détermination stable de catégories, stable, relativement stable, et puis de catégories qui surgissent à un certain moment de l'histoire de l'être et qui peuvent avoir une durée étalée sur un certain temps. Rien ne dit qu'il n'y aura pas d'autres catégories qui vont surgir. Donc je mettrai l'accent sur l'historicité. Et tertiaire, je dirais à propos de Derrida, il traite l'idée d'une ontologie matérialiste dialectique, il lui semble une réminiscence du passé, du dogmatisme du passé. Il n'est pas le seul, parce que Althusser, chose encore plus surprenante, parce qu'Althusser, il voulait le marxisme comme science, donc science rigoureuse même, et alors il se méfiait de l'idée d'une ontologie matérialiste, mais pourquoi se méfier de l'idée d'une pensée de l'être et de ses catégories quand nous avons la tradition de la métaphysique d'Aristote, de la logique de Hegel et toutes ces traditions sans critique de la raison pure de Kant. Donc, la pensée catégorielle a une longue tradition. Derrida dit non, je ne parle. Marx est actuel, mais ce n'est pas le Marx de l'ontologie matérialiste dialectique qu'il récuse, c'est un Marx de l'espoir, le Marx messianique, le Marx, une sorte de Marx béniaminisé, je dirais. Il tire de Benjamin l'idée de messianisme et ce qu'il considère viable et actuel dans Marx, c'est cet aspect d'utopie messianique, de solution aux antinomies du monde dans un futur mécanique, donc une sorte d'eschatologie laïque qui n'est pas du tout l'ontologie dans le sens d'une pensée rigoureuse de l'être telle que Lukács l'a développée. Pour ce qui concerne Sartre et Lukács, c'est une histoire un peu longue. Lukács est arrivé à Paris en 1949. Il a donné ici à la Sorbonne une conférence, invité par Émile Breillet, par la Société française de philosophie. Il a parlé sur son interprétation de Hegel, parce qu'il venait de publier le livre Le jeune Hegel en Suisse, par l'Union soviétique. Le livre n'a pas pu paraître, parce que les soviétiques, sous l'influence de Zhdanov et de Staline, considéraient que Hegel était un penseur réactionnaire, une réaction à la Révolution française, ce que Lukács trouvait une absurdité tellement criante que son manuscrit, il l'a mis dans le tiroir, il l'a gardé 10 ans sans le publier. Il a dit qu'est-ce qu'on peut commencer avec des gens qui considèrent que Hegel, qui est le philosophe de la Révolution française, disait Lukács, qui a été marqué en profondeur par la Révolution, est traité pour des raisons de calcul politique. Parce que Zhdanov et Staline, à la fin de la guerre, ils ont dit là, tout ce qui touche à l'Allemagne et à la pensée allemande, c'est réactionnaire. Donc, la pensée allemande, Hegel était considéré la réaction prussienne à la Révolution française. Or, Lukács avait développé exactement la thèse contraire, au moins pour le jeune Hegel. Donc, je veux dire, il est venu à Paris.